Donc, Des souris et des hommes, il est classé comme un roman, mais en fait, chez les anglo-saxons, il y a comment dirais-je, un classement qui est un peu différent de chez nous. On fait la distinction entre nouvelles, romans, et les Américains, ils ont un entre-deux qui s'appelle le novella, qui est en fait un roman court. Voilà, et donc tout ce qui est entre 30 000, généralement, 30 000 et 50 000 mots, on est plus dans du novella. Voilà. Je vous dis ça juste pour votre culture, ça n'a pas grande incidence sur la lecture. Très bien. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, ou en tout cas que ça vous a intéressé, cette lecture. Est-ce que quelqu'un veut commencer en premier à partager ce qu'il a pensé du livre? Jean-Baptiste? Allez, on commence par Jean-Baptiste, qui est un habitué. Ok, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir et à Fabienne qui vient d'arriver. J'ai donc trouvé le bouquin assez intéressant. C'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, hein, je l'avais jamais lu, donc mais avec le titre, je me demandais bien de quoi ça allait pouvoir parler. Des histoires de souris, d'hommes, etc. Et j'ai été assez intrigué par la mise en place des personnages, notamment les deux principaux, Lenny et George. Dans ce contexte de rivière, j'ai trouvé ça assez intéressant comment ils mettaient d'abord le décor, puis après les deux personnages qui arrivent, et aussi le fait qu'on va terminer le récit au même endroit où ça a commencé quelque part. C'est comme une sorte de boucle où finalement ça arrive à la conclusion logique. Au départ, c'est la souris qui est morte, et puis à la fin, c'est l'autre qui se retrouve un petit peu. Georges le cajole comme l'autre cajolait sa souris quelque part, mais il le tue quand même, quoi. Donc c'était assez. Je sais pas si je dirais dérangeant ou je sais pas quoi, mais en tout cas, j'étais pas forcément à l'aise en lisant tout du long avec tous les espèces de sous-entendus qu'il pouvait y avoir d'un personnage à l'autre, les espèces de tensions entre ce qui leur était arrivé, ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils pouvaient ne pas dire par rapport aux nouveaux personnages et la mise en place des différents types de conflits avec, je crois que c'est Crowley qui s'appelait le petit là. Un petit peu nerveux, où déjà lui était nerveux, puis après il y a sa femme qui arrive, donc ça crée une tension supplémentaire parce qu'il y a une sorte de, de territorialité, on va dire, par rapport à ça, où on voit la place de la femme dans la société à l'époque, où elle était un peu considérée aussi comme une propriété du mari, même si la femme, elle, on apprend plus tard qu'elle a aussi ses motifs et ses objectifs, qu'elle a épousé l'autre pour pouvoir s'échapper de la famille où elle se trouvait quelque part avant, etc. Donc il y a quand même un imbriquement de différents objectifs par rapport au personnage qui amène le tout à cette espèce d'entonnoir où l'autre étant ce qu'il est, Lenny, finalement, la catastrophe était nécessairement, allait nécessairement arriver quelque part. Ça commence avec les souris, après le petit chien, après on apprend qu'il avait déjà comment je dirais, parce que c'est pas, il n'avait pas agressé, mais en même temps, quand il est stressé, on sent bien qu'il il perd ses moyens et il s'agrippe au truc au lieu de lâcher, tu vois, c'est assez ambigu, pas ambigu, mais c'est assez contradictoire. Généralement, quand quelqu'un est effrayé, tu as plutôt tendance à dire il va se reculer ou il va se
Tandis que là, il agrippait les personnes qui caressaient, tu vois. C'est assez. Donc il y a quand même des petits trucs que j'ai trouvés qui me mettaient personnellement mal à l'aise dans les rapports entre les personnages. Peut-être que ça résonnait avec certaines choses avec moi. J'ai pas encore exploré ces aspects-là, mais j'ai trouvé ça assez intéressant la manière dont c'est amené et la manière dont finalement les personnages interagissent les uns avec les autres. Ça m'a presque fait penser à du théâtre quelque part sur la manière dont les scènes sont bien définies, les personnages arrivent, il y a beaucoup de dialogues. Donc, j'ai bien aimé, pour faire une petite conclusion globale. J'ai trouvé les personnages assez bien définis les uns par rapport aux autres, caractérisés notamment par leurs détails physiques, mais aussi la manière dont ils parlaient ou ne parlaient pas, et la manière dont ils se comportaient les uns avec les autres. Et, euh, et donc, c'est cette espèce d'effet de miroir du début et de la fin dans le lieu qui est quand même un lieu idyllique en quelque sorte, mais où il se passe des choses. Ok. Voilà. Oui. Oui. Le, ton point de vue sur le théâtre est intéressant. C'est vrai, je ne l'avais pas noté comme ça. Moi, je ne suis pas experte du tout du théâtre. Mais quand j'y pense, si pour la réunion de ce soir, donc j'ai relu évidemment le livre et puis du coup j'ai aussi revu le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la version avec John Malkovich, qui est remarquable du point de vue du jeu des acteurs. Et effectivement, dans le film, c'est vrai que ça ressort aussi ce côté scénique. Unité de lieu, de temps et voilà, les personnages en scène. Donc c'est très juste. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah écoute, je suis contente que ça t'ait plu, Jean-Baptiste, même si j'ai l'impression que t'as pas toujours été à l'aise dans cette lecture. Très bien. Alors bonsoir aux personnes qui sont arrivées entre-temps. Du coup, bon bah on va donner la parole, allez à Catherine. Merci. Ben moi, je ne connaissais pas Steinberg, à part les raisins de la colère, etc. C'est la première fois que je le lis. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Je me suis tout de suite intégrée dans l'histoire. Et on sent dès le départ qu'il va se passer quelque chose avec Lenny. Dès le départ, on sent qu'il y a une intrigue qui est, on la sent à l'avance, cette intrigue. Et j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants. C'est une belle histoire d'amitié entre Georges et Lenny. C'est beau et c'est triste à la fois. Il démontre bien la solitude de tous ces personnages, la quête du rêve qui est toujours présente, et le racisme aussi avec Cross qui est noir, qui n'a pas le temps l'interdiction d'aller le voir, etc. Et j'ai beaucoup aimé le style de Steinberg, beaucoup, parce que j'ai trouvé qu'il avait une plume très efficace, percutante, qu'il n'en s'encombre pas de mots, de tournures et de phrases compliquées, et prouve qu'avec des mots simples et forts, on peut décrire des choses belles et très fortes. Voilà. Voilà, il a inséré l'argot dans la bouche de ses personnages, ce qui apporte au texte une force incroyable. Moi, franchement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai eu le temps de le relire 2 ou 3 fois, ou comment dirais-je, des paragraphes, des textes, qui me plaisaient beaucoup plus que d'autres. Moi, vraiment, dans l'ensemble, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Et Alors, je ne sais pas si Steinberg, en écrivant ce livre, a voulu faire passer un message à cette époque-là, la Grande Dépression, ou est-ce qu'il a voulu raconter une histoire tout simplement? Sa vision de l'époque, 1920, 1930, la Grande Dépression.
voilà, ses visions, et ses idées de l'époque, voilà ce que je voulais dire. Oui, de ce qu'on sait, il y a effectivement, bien sûr, hein, l'époque. Donc il dénonce la condition de travail donc, de tous ces ouvriers ruraux. Donc ça lui tient à cœur. Hein, il reprend ce thème-là dans Les raisins de la colère. Le lieu, hein, qui est l'endroit où lui-même a grandi, hein, cette région-là. Oui. Donc ça, oui, c'est sûr. Et puis, bien entendu, quand on lit l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de comprendre, enfin, c'est évident qu'au-delà de dépeindre son époque, il y a évidemment d'autres messages, d'autres thématiques. Tu les as cités, hein, l'amitié versus la solitude. Donc oui, c'est pour ça que c'est ce livre-là, bon, bah, c'est un classique de la littérature, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est très riche en très peu de mots finalement. Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Très bien. Et est-ce que tu as lu Les raisins de la colère, Catherine? Non, je ne l'ai pas lu. D'accord. Parce que je vais le lire. C'est intéressant, le style est très différent. Donc, oui, d'accord. Oui. Là, on n'est plus dans l'économie, là. D'accord, oui. Au contraire. Non, mais je le lirai, oui. Voilà. Très bien. Alors, on va écouter Solène, par exemple. Bonjour à tous. Bonjour Solène. Alors, moi j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un petit livre effectivement qui se lisait facilement, j'allais dire rapidement, parce que je crois que je l'ai lu en peut-être 2 après-midi, je ne sais plus, mais rapidement. Très différent du Zola qu'on a lu la dernière fois, effectivement. Donc ça, j'ai trouvé ça. En fait, je me dis qu'en le mettant en parallèle, je me suis dit, bah oui, on peut être. Il peut y avoir des grands écrivains. Enfin, on se dit que chacun doit garder son style, quoi. Parce qu'en fait, ce sont des styles très différents qui ont fait des grands hommes et des grands auteurs tous les deux. Donc, en fait, voilà, le message, moi, que j'en ai retenu, c'est gardons notre style parce que, voilà, il n'y a pas de style unique. Moi, le côté dialogue, je pense que c'est ce que Jean-Baptiste disait, très théâtral, effectivement. Moi, je l'ai ressenti aussi. Et alors, moi, il y a autre chose que j'ai ressenti, je ne sais pas si ça a été dit, je suis arrivée un petit peu en retard, mais moi, j'ai ressenti un sentiment d'enfermement. J'ai trouvé qu'il y avait, même si on passait d'un endroit à l'autre, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était très clos. Et moi, j'ai ressenti ça. Des chambres étriquées, finalement, effectivement, à un moment, ils sont dans une clairière, mais bon, j'ai pas pu me sortir de ce sentiment d'enfermement que j'ai ressenti. Et alors, l'amitié, effectivement, c'est présenté comme une histoire d'amitié, et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser aussi alors pas Lénie, l'autre personnage, j'ai oublié son prénom déjà. Georges, voilà, merci. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de cruauté, moi, de la part de Georges envers Lénie. J'ai trouvé qu'il le laissait un petit peu comme s'il sentait qu'il allait avoir un malheur, où il lui dit vas-y, bagarre-toi avec l'autre. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de cruauté, même si à la fin, effectivement, un peu comme il l'abat un peu par pitié, pour pas qu'il souffre plus, comme le chien a été abattu un petit peu plus tôt. Donc il y a une forme de pitié, de ne pas laisser souffrir l'animal, je dirais. Mais je trouve qu'il joue un petit peu à ses dépens. Alors c'est un peu en filigrane, effectivement, mais moi ça je l'ai ressenti. Un petit peu comme s'il jouait avec un animal en fait, qui le laissait se bagarrer, qui sentait que il sent qu'il y a un malheur qui va arriver, mais il l'arrête pas finalement, un peu comme s'il voulait faire son expérience, voir jusqu'où ça allait aller. Moi j'ai ressenti ça. Bon, je sais pas si c'est mais j'ai ressenti ça, voilà. Après, voilà, bon, ça se lit facilement, hein, et avec des mots simples, effectivement, à la limite du langage populaire, je dirais, voilà, avec un langage très populaire, mais qui fait bien passer les sentiments. C'est vrai qu'avec des mots simples, il arrive à faire passer beaucoup de sentiments. Donc ça, c'était intéressant. Voilà, pour ce que j'en pense. Merci Solène. Ok, on va écouter Marie-Jeanne. Ok. Bon, je vais lire. Bon, je pense que c'est un livre assez intéressant. C'est un que je ne connaissais pas.
Je pense que j'ai assez quand même un coup de cœur pour, enfin, oui, les personnages principaux, Georges, Lénine. Je trouve ça très intéressant. On sait que, enfin, on devine qu'ils n'ont rien pour s'entendre, voyez leur caractère, et pourtant ils sont assez liés et un lien assez fort. Donc je trouvais ça assez touchant, surtout peut-être l'innocence de Lénine, son caractère enfantin, et peut-être aussi que Georges, qui exprime en général assez brutalement, un peu dur, mais s'il y a toujours, je pense, une sorte de tendresse, la façon dont il considère Lénine, et ça, j'ai trouvé que c'était assez très beau. L'univers, Ranch, et puis l'argot, et au niveau de langage, je trouvais que ça faisait un peu l'impression, peut-être, de regarder une sorte de film américain. Et donc, je trouvais ça assez spécial et un contexte très intrigant, et etc. Et le thème de l'amitié, je trouvais ça assez émouvant aussi. Oui, oui, d'accord. Merci Marie-Jeanne. Ouais. Oui, oui. Bon, j'ai pris quelques notes, hein, je reviendrai sur certaines choses que vous avez dites si on a le temps. On va écouter Marika. Oui. Très bien. Hop, alors, attends, hop. J'ai pas spécialement adoré, hein. Le côté malaisant était un peu trop malaisant, peut-être. Après, effectivement, ce que j'ai apprécié, c'était son côté descriptif où, comme tu disais, Marie-Jeanne, j'ai plongé dans un film américain avec si peu de mots et je trouvais ça que c'était bien joué, bien écrit. Enfin, je sais pas, voilà, j'ai bien aimé ça. Et aussi cette plongée sociétale où on plonge à l'intérieur de ce milieu ouvrier, mais dans une phase intime qui est plutôt cachée généralement. Enfin voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue, voilà, de la misère. Qu'est-ce que peut apporter la misère aussi, quoi. Voilà. Ok, bon, c'est bien aussi d'avoir un autre avis, un autre ressenti, quelqu'un qui a moins aimé. Très bien, on va revenir dessus aussi. On va écouter Fabienne. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai pleuré, hein. Je me suis... Je l'ai lu, je pense, en 2 jours parce que je pense que je l'aurais lu d'un coup d'un seul, mais je l'ai commencé trop tard dans l'après-midi. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le finir dans la journée. Mais ouais, moi, j'ai été à fond dedans. Et dès le deuxième jour, en fait, je l'ai lu en anglais. Et, euh, et dès le deuxième jour, je me suis dit, en fait, je vais le recommencer. Et je me suis pris l'audio pour suivre avec l'audio. Et pour le coup, là, j'étais aux États-Unis, j'y étais, quoi. C'était le coup. Ouais, il y avait un côté. J'étais avec les personnages complètement. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur traite les personnages. C'est hyper détaillé. Ouais, les personnages, on y est, quoi. En quelques mots, en fait, il est hyper précis, mais en fait, je trouve qu'on perçoit immédiatement chaque personnage. Euh, il y a quelque chose qui m'a énormément touchée, dont tu nous as déjà parlé, Christine, dans l'atelier d'écriture. C'est le héron qui est au début de l'histoire. Dans le premier chapitre, il y a un héron qui apparaît avant même les personnages, en fait, comme s'il introduisait les personnages principaux. Et ce même héron, on le retrouve dans le dernier chapitre. Et en fait, il est devenu un prédateur. C'est-à-dire qu'il tue les serpents juste avant en fait que Lenny arrive et après suivi de Georges et voilà. Donc j'ai trouvé que c'était hyper habile. C'est un procédé vraiment très beau d'écriture
Et voilà, je trouve que le livre a plein comme ça de petites subtilités, le fait d'utiliser un langage qui est l'argot. Hein, puis alors en américain, ça sonne waouh. Et, et pourtant, il décrit des choses d'une finesse. Enfin, je veux dire, il parle de la solitude d'une façon qui est c'est incroyable, quoi. Ouais, moi, ça m'a beaucoup émue, quoi. Et après, qu'est-ce que j'ai noté Ouais, c'est une espèce de tristesse. Je trouve qu'il parle bien de la fatalité, finalement. En fait, rétrospectivement, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que dès les premières pages, je savais déjà quelle allait être l'issue de l'histoire. Je l'ai un peu senti du début, et du coup, tout le roman, j'avais la boule au ventre, en fait. Et voilà, et du coup, je pense que c'est du coup une écriture qui, pour moi, est une écriture très efficace, quoi. Ça m'a vraiment... ouais, ça m'a remué. Ouais, je trouve qu'il décrit bien aussi les obsessions. Les obsessions de Lénie, il décrit ça d'une façon incroyable. Et puis ouais, il y a plein de parallèles. Est-ce que c'est volontaire, la mort du chien de Hall Candy et la mort de Lénie, enfin, la description aussi, la scène qui se passe dans la case, enfin, dans la pièce où se trouve Crook. Et la façon, le vocabulaire raciste qu'il emploie, etc., la façon dont c'est d'une violence, mais incroyable, quoi. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, mais le langage, ce langage si simple, finalement, il exprime des choses. C'est puissant, quoi. Donc voilà, je dirais que un roman à la fois rugueux et fin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça pique et en même temps, c'est d'un très grand raffinement. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Merci Fabienne, c'est pour ces apports très riches. Alors, on n'a pas écouté Jean-Louis, il reste Jean-Louis. Mais oui, bonsoir à toutes et à tous. En fait, je reviens sur ce que Fabienne a dit parce que je l'ai lu dans les deux langues et je trouve qu'on perd énormément en français parce que la conversation, enfin la grammaire qu'utilisent les protagonistes est vraiment très très mauvaise. C'est vraiment du parler d'ouvriers, enfin sans vouloir être je veux dire, sans porter de jugement, bon, mais on voit que ce sont des gens qui ont été très peu éduqués et qui parlent donc un langage, un anglais vraiment en dessous de tout. Donc, je pense qu'on perd beaucoup dans la traduction française. Évidemment, tout le monde ne lit pas l'anglais, je comprends très bien ça, mais on perd énormément dans la traduction française. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai trouvé que c'était un roman, bon, et ça fait partie d'une trilogie qui s'est passée dans les années 40 et qui s'appelait, je pense, la Dust Bowl Trilogy. Donc, c'est en fait une époque où il y a eu des événements climatologiques aux États-Unis qui ont forcé beaucoup de gens à quitter leur ferme et à se retrouver sur la route. Et donc, je pense que Steinbeck s'est attaché à décrire cette période qui était particulièrement triste pour les États-Unis. En fait, ça suivait donc la Première Guerre mondiale et puis il y a eu la prohibition de l'alcool pendant une bonne dizaine d'années. Puis il y a eu le krach boursier de la fin des années 20. Et donc les États-Unis étaient à plat, vraiment. Et je pense que Steinbeck s'est porté en sociologue et a voulu décrire justement ce qu'il voyait, ce qu'il vivait dans les campagnes et ces fermiers qui essayaient à tout prix de trouver un travail pour pouvoir subsister, quoi. Pour revenir
au livre lui-même, je pense que, et là je rejoins et Jean-Baptiste et Catherine, je pense qu'il a parlé de théâtre, et bon, j'ai trouvé que la partie des dialogues était énorme par rapport au texte entier. Et la preuve en est, c'est que ce livre a été porté au théâtre l'année même de sa sortie. Il est sorti à Broadway en tant que pièce de théâtre. Et donc, je pense qu'il s'adaptait très bien à ce genre d'exercice parce que finalement, c'est vrai qu'on passe dans deux lieux différents, mais on pourrait dire un lieu, un temps, un moment, et l'unité de temps, de lieu, et qui est vraiment propre au théâtre. Maintenant, bon, au niveau des personnages, oui, je pense que Steinbeck a su décrire cette amitié profonde, mais quand même qui irrite à la longue un peu Georges par rapport à ce que fait Lenny, et par rapport à ses idioties, parce que bon, Lenny est un idiot, gentil certes, mais c'est un idiot quand même, et donc je pense que Georges est un peu irrité par ça à la longue. Mais c'est vrai que la fin dénote quand même de la part de Georges une compassion vis-à-vis de Lenny, puisqu'il va l'empêcher de tomber dans les mains des autres qui veulent absolument le lyncher, et quoi d'autre encore, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce lien entre les deux personnages assez fort et assez intéressant. On parlait du racisme. J'ai relevé une phrase que je pense c'est Crook qui s'appelait le palefrenier noir, qui disait oui, je suis noir, mais je ne suis pas du Sud. Et c'était intéressant parce que c'est vrai que je pense que les Noirs qui n'étaient pas du Sud avaient une condition tout à fait différente par rapport à ceux qui étaient du Sud, justement, qui avaient été réduits à l'esclavage pendant de nombreuses années, et qui étaient probablement encore à l'époque où se passe le livre, parce que le racisme a perduré dans les États du Sud pendant de nombreuses années, jusque dans les années 70-80. Et encore maintenant même, on voit encore dans l'attitude des policiers qui sévissent aux États-Unis, malheureusement. Et donc, c'était intéressant de voir la différence que Crook faisait par rapport aux Noirs du Sud et à sa position, je vais dire, sociale dans la Californie du Nord. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais une grande fresque sociologique, je trouve. Merci Jean-Louis, merci parce que j'ai appris 2-3 petites choses en t'écoutant. Très bien. Bon, bah écoutez, je suis contente que dans l'ensemble, vous ayez apprécié. Moi, Des souris des hommes, je l'ai lu la première fois. J'étais en fac d'anglais et ça devait être, je devais avoir 19 ans. Et un peu comme Marika, ça m'avait mise mal à l'aise et puis j'avais retenu uniquement la fin de l'histoire. Voilà. Et puis bon, j'étais en 2e année d'anglais, mon anglais n'était pas encore génial, on devait le lire en anglais, j'avais beaucoup de difficultés. Là, en le redécouvrant, ah oui, c'est encore une claque littéraire pour plusieurs raisons. Je vais reprendre un peu ce que vous avez dit et puis je vais apporter, comme d'habitude, mon point de vue technique, de technicienne de la narration. Oui, ce thème de l'amitié versus la solitude, donc certains hommes qui choisissent, en l'occurrence, les deux protagonistes, Georges et Lenny, d'être ensemble, et pourquoi est-ce que d'autres choisissent d'être seuls? Moi, c'est une question qui me turlupine pas mal. Il y a des avantages à la solitude, il y a des avantages à être avec quelqu'un, et là, voilà, le livre met en scène cela aussi. Donc ça fait s'interroger sur ça. L'enfermement dont parle Solène, c'est bien vu aussi, l'enfermement d'abord dû à leurs conditions d'hommes physiques, de devoir survivre, conditions sociales. C'est pas un enfermement dans un lieu clos, mais c'est bien un enfermement dans sa condition qu'on ressent effectivement.
Bien vu, Fabienne, le héron. Ouais, je me souviens. Je n'avais pas fait le lien, mais quand tu l'as dit, je me dis effectivement. Et donc, c'est bien ce qu'on appelle un motif en littérature. Et ce n'est pas un hasard si Steinbeck l'a mis au début, à la fin. Et je vais revenir dessus aussi. Il y a plein d'autres motifs dans ce bouquin-là. Ouais, dans l'ensemble, c'est un roman très court, mais très puissant. Alors, pourquoi est-ce que Des souris et des hommes, c'est dans la littérature quand même une exception? Parce que là, donc, je vais parler un peu technique d'écriture. Quand on écrit un roman, se pose la question du choix du point de vue narratif. Donc, ceux d'entre vous qui ont fait des ateliers avec moi savent que c'est l'aspect peut-être le plus technique de l'écriture, le point de vue narratif. Et donc, l'écrivain a une palette de choix, mais les choix sont restreints. En fait, on n'a pas tant de choix que ça. Et parmi cette palette, il y a un point de vue qui est le point de vue externe, qui est extrêmement rare dans la littérature parce que très difficile à tenir sur la longueur d'un roman. Eh bien, Des souris et des hommes, c'est quasiment le seul roman, en tout cas qu'on cite, qui a été écrit entièrement en point de vue externe. Et donc, là où c'est fort, c'est que vous tous avez dit, en très peu de mots, ça c'est revenu souvent, en très peu de mots, il fait passer beaucoup d'émotions, la violence est forte, voilà. En fait, c'est pas tellement que c'est en très peu de mots. Ce que vous essayez de décrire, c'est finalement, ce sont des mots qui ne disent pas ce qu'on voudrait dire directement, mais qui parviennent à le dire. Parce que le point de vue externe, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans l'intériorité des personnages, jamais. Steinbeck ne nous dit jamais ce que pensent les personnages. Et pourtant, on le comprend. C'est ça qui est hyper fort. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse dominante de dialogue. Ça, vous l'avez vu, il y a une grosse dominante de dialogue parce que c'est à travers ce que se disent directement les personnages qu'on a accès à leurs pensées. Mais vous prenez n'importe quel roman, il y a toujours une part de point de vue interne, c'est-à-dire soit parce qu'on est dans le point de vue du personnage et donc on entre dans ses pensées, soit parce qu'on a un narrateur omniscient qui est capable aussi de nous donner les pensées du personnage. Mais dans le cas des souris et des hommes, on n'a jamais les pensées des personnages. Et c'est vraiment une prouesse littéraire. Essayez d'écrire une nouvelle du point de vue externe, vous verrez, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, j'ai quand même relevé 4 petites phrases où Steinbeck dérive un petit peu. Voilà, où on s'éloigne un petit peu du point de vue externe, mais bon, on ne va pas lui en vouloir sur 35 000 mots, 4 phrases, c'est rien. Donc ça, c'était ce que je voulais partager avec vous en premier, parce que c'est vraiment une exception dans la littérature. Si vous avez aimé le livre, relisez-le, et surtout si vous êtes dans une démarche d'écriture, relisez-le avec cet angle-là. Je pense à Jean-Louis et Fabienne la semaine prochaine, justement, dans l'atelier que vous êtes en train de faire avec moi, on va parler que des points de vue, et donc ce serait intéressant de repenser à Des souris et des hommes. Voilà. Il y a l'autre œuvre qu'on cite en point de vue externe, généralement, c'est un texte d'Hemingway, mais ce n'est pas un roman, c'est une nouvelle qui s'appelle Paradis perdu, je crois. Voilà. Donc ça, c'est dit. L'autre point, l'autre force de ce roman, d'un point de vue technique, c'est effectivement les motifs. Donc les motifs, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire revenir un détail au bon moment pour créer un effet très fort sur le lecteur. C'est-à-dire que c'est très subtil, le motif. L'auteur place des éléments comme ça, l'air de rien. On les lit. Au moment où on les lit pour la première fois, ça nous fait pas forcément, ça retient pas forcément notre intention. Mais lorsqu'on répète ce motif, c'est le principe du motif, vous voyez, comme sur un papier peint, il y a le motif qui revient plusieurs fois. Eh bien, au bout d'un moment, tac, on comprend en fait où l'auteur voulait nous amener et ça nous crée un effet vraiment émotionnel. Et en tant qu'écrivain, on se dit waouh, là il a fait fort. Voilà, j'aurais voulu faire la même chose. Et donc, c'est le cas pour le héron qu'a cité Fabienne. C'est évidemment le cas, vous l'avez cité, pour la mort du chien et la mort de Lénie.
parce qu'à un moment donné, il y a une phrase que dit Candy, donc le vieil homme manchot, le maître du chien. Il dit à George, j'aurais dû le faire moi-même. J'aurais pas dû laisser un autre tuer mon chien. Vous voyez cette phrase-là, eh bien, quand on est attentif, hein, au moment, à la fin du livre, quand George décide effectivement de tuer lui-même, d'abattre Lenny pour lui épargner le lynchage, on fait le parallèle. Voilà, il a choisi effectivement de le faire lui-même pour que ce ne soit pas des inconnus ou des gens qui ne veulent pas du bien. Il s'en charge lui-même. Voilà, et ça rend ce moment-là encore plus fort, si on a vu le parallèle. Il y a un autre petit motif que j'ai relevé aussi. Je ne sais pas si vous l'avez noté, à un moment donné, il y a un chapitre où il y a plusieurs fois une même phrase qui revient sur les chevaux qui s'ébrouent à chaque fois qu'il y a un humain qui passe. Et c'est répété tellement de fois qu'à un moment, on se dit même, bah, donc c'est redondant, là, Steinbeck, il aurait pu élaguer un petit peu. Mais non, c'est fait exprès parce qu'il nous le dit plusieurs fois pour nous montrer que chaque fois que les chevaux s'ébrouent, quelqu'un est en train de passer. Chapitre suivant, le cheval s'ébroue, on sait qu'il va se passer quelque chose de mauvais. Voilà. On sait que c'est quelqu'un qui arrive et qui n'est pas censé être là. Ça, c'est un motif. Et en écriture, voilà, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. L'auteur, il réfléchit à ça, il les place au bon moment et ça marche. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les deux points techniques que je voulais relever et voilà, illustrer avec vous. Moi, j'avais une question pour Fabienne, mais je vais la poser plus tard. Oui, autre chose, moi, que j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Hein, c'est pareil, hein, il n'y a pas tant de descriptions que ça. En revanche, quand il y a de la description, elle est très poétique et elle vient contrebalancer justement la rudesse des dialogues. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment... quelque part, je me suis dit, il est malin Steinbeck parce qu'on pourrait lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ce langage de rustre, c'est pas ça la littérature. Mais il nous montre que si, il sait aussi faire quelque chose de très beau, de très lyrique, et que si ces personnages parlent comme ça, c'est absolument volontaire de sa part. Est-ce que vous avez lu mon billet de blog sur les extraits du journal de Steinbeck? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai zappé. Ah, d'accord. Bon, c'est toujours sur le site, hein, donc tu pourras y jeter un œil, mais j'ai écrit un billet de blog où en fait je reprends des extraits du journal de bord de Steinbeck quand il écrit Les raisins de la colère, et c'est fascinant. Ok, je n'ai pas vu non plus. D'accord. Qui l'a lu et voudrait intervenir? Le doute, ouais. Solène? Oui, moi je l'ai lu. Je trouvais ça super intéressant. La modestie, le travail, une forme d'abnégation et de souffrance de la part de l'auteur, je trouve, qui on se dit, mon Dieu, en fait, ça paraît tellement facile quand on lit ça, on se dit, bah, ça doit couler de source, mais en fait, on se rend compte que non, c'est ouais, une souffrance et j'ai le goût de l'inachevé. C'est-à-dire, ouais, c'est ça que j'ai ressenti, moi. Ouais. Oui. Quelqu'un d'autre? Non, je disais le doute parce que je pense que c'est un leitmotiv chez les écrivains. Le doute, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir une page blanche, de ne plus pouvoir écrire, d'être en retard, le doute constant partout. Oui. Oui, moi aussi, le doute. Oui, Fabienne? Le doute. La peur d'être en retard, ça m'a marqué parce que moi, c'est mon problème. J'ai tout le temps peur d'être en retard. Et du coup, ouais, le fait qu'il compte le nombre de mots, qu'il dise un tant de mots, cette espèce de course aux mots, ça m'a... Et puis, de me dire, comment ça, un auteur comme ça, il peut douter encore, mais enfin...
Il parle de son succès et en même temps, enfin, voilà, il sait qu'il a du succès. Le succès lui est presque désagréable d'ailleurs. Mais ouais, ce doute, c'est pas possible en fait. Oui, le succès, c'est pas que ça lui est presque désagréable, ça lui est extrêmement désagréable, hein, extrêmement désagréable. Il voudrait qu'on le laisse tranquille, que personne vienne le déranger. Et... Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai vécu presque comme une mission d'écrire ce billet de blog, parce qu'effectivement, ce que relate, ce qu'on ressent lorsqu'on lit les journaux de Steinbeck, pour moi, c'est une vérité sur le métier d'écrivain qu'on ne dit pas assez. Voilà. Au contraire, vous le savez, hein, ceux qui commencent à me connaître, moi je veux faire tomber les mythes par rapport à l'écriture et au métier d'écrivain. Et un des mythes, c'est que les grands écrivains ont l'écriture facile, innée. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Donc, ce doute qui dévore Steinbeck, c'est le lot quotidien des écrivains, même lorsqu'ils sont déjà arrivés. Et donc, c'est le cas de Steinbeck, parce que lorsqu'il écrit Les raisins de la colère, il est déjà connu. Ses livres sont adaptés donc, à Broadway, au cinéma, il est déjà connu. Mais il n'empêche qu'il se dit à lui-même, mais en fait, je ne suis pas écrivain, je me suis menti à moi-même, j'ai menti aux autres, et j'y arriverai pas. Voilà. Et il ne fait pas semblant d'être dans le doute. Hein, quand il écrit ce journal, il ne se dit pas ce journal un jour va être publié. Il ne fait pas du tout semblant. Et donc, c'est de dire, hein, moi j'ai un message à faire passer à tous les participants de mes ateliers, c'est chaque fois, effectivement, on est tous en proie au doute, mais ça ne va peut-être pas vous rassurer, mais en tout cas, c'est des doutes qui vont perdurer jusqu'au bout. Donc, à un moment donné, il faut composer avec. Voilà. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être le jour où vous n'avez plus de doute qu'il faut s'inquiéter. Parce que l'artiste ou l'écrivain qui n'a plus de doute, c'est celui qui ne se remet plus en question et qui va stagner, à mon avis. Voilà. Donc, je crois que Steinbeck, il est assez extrême dans cette souffrance et dans le doute, mais ce n'est pas du tout une exception. Voilà, c'est ça que je voulais faire passer. Ce n'est pas du tout une exception. Et quand on s'intéresse aux correspondances des écrivains, on retrouve systématiquement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à savoir. C'est simplement qu'après, il faut quand même avancer malgré le doute. Et c'est possible. Oui, moi, ma question pour toi, Fabienne, c'était sur les audiobooks. Je crois qu'aux États-Unis, c'est très fréquent. Moi, j'avoue que je suis assez réfractaire, mais par idéologie, parce que je n'ai jamais essayé, en fait. Et donc, quels sont tes arguments pour me convaincre d'essayer un audiobook? Et là, pour le coup, j'entends qu'il peut y avoir un sacré intérêt pour des souris et des hommes, notamment parce qu'il y a beaucoup de dialogues et un dialogue assez marqué. Mais est-ce que tu écoutes souvent des audiobooks? Alors oui, j'écoute souvent des audiobooks parce que je suis insomniaque et que j'aime la lecture, mais si je prends un livre avant de me coucher, en fait, je ne dors pas de la nuit, je lis. Donc, je ne lis pas le soir avant de me coucher. Ou alors, je mets un timer et je me dis, tu t'arrêtes. Voilà, ça ne m'endort absolument pas la lecture du tout, ça me garde éveillée. Alors que d'écouter un audiobook, alors des fois, il faut que je le réécoute 20 fois avant d'arriver à la fin, parce que je m'endors du coup. Mais voilà, donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que, alors souvent, j'écoute l'audiobook, mais si le livre me plaît, je lis le livre après. La seconde raison, c'est que moi, je me suis abonnée à Audible parce que je prends des cours d'anglais et mon prof d'anglais me dit qu'il faut regarder la télé, etc. Je ne suis pas très télé. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, lire un livre en anglais et du coup, avoir l'audio en même temps. Et ça, c'est assez efficace, du coup, je trouve, pour progresser en anglais. Voilà. D'accord. Moi, ma crainte de l'audiobook, c'est en fait qu'on m'impose une voix qui ne soit pas celle que moi je me crée
quand je lis le livre, la voix du narrateur. Voilà. C'est le risque. C'est le risque. Ça gâche un peu ce côté-là. Sur les livres en français, j'avoue que oui, ça peut. Mais à la fois, moi, je me dis que aussi, j'ai pas assez de temps dans ma vie pour lire tous les livres que je. Enfin, tu vois, je suis sans arrêt en train de me dire, oh, celui-là, il me plairait bien. Ah, tiens, ça, faut que je lise. Et je sais que j'aurai jamais le temps de tout lire. Donc, en fait, ça vient aussi combler une envie de lire certains livres que je n'aurai pas le temps de lire et que du coup, je vais écouter en faisant du sport, en allant courir, tu vois, voilà. En faisant des tâches ménagères que je déteste, ça me permet ça rend mon quotidien plus sympa. Et je le prends comme ça en me disant que j'aurai jamais le temps. Voilà, c'est toujours mon problème du temps. Je n'aurai jamais suffisamment de temps pour lire tous les livres. J'aurai pas assez de ma vie entière pour lire tous les livres que je voudrais. Donc, ben voilà, je les écoute. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écoutent des audiobooks? Non? Oui. Ça m'est arrivé. Oui. J'ai arrêté parce que justement je m'endormais comme Fabienne. Donc je me disais que c'était un peu dommage, mais par rapport à la voix, moi ça me dérangeait pas forcément d'avoir quelqu'un qui lit, parce que c'est comme avoir une interprétation de quelqu'un qui un peu comme quand tu lis différentes traductions d'un même bouquin quelque part. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres partages, commentaires, questions sur Des souris et des hommes? Non? D'accord. Bon, bah écoutez, alors, prochain livre. C'est la première fois que je choisis un livre que je n'ai moi-même pas lu, donc ça va être la découverte aussi pour moi. Je tenais à ce que ce soit un livre qui ne soit ni français ni anglo-saxon, parce que bon, moi, c'est vrai que je suis essentiellement, je lis essentiellement ces deux types de littérature-là, un petit peu japonaise parfois. Bon. Mais donc, je me suis dit, il faut élargir un peu les horizons, et donc j'hésitais entre un italien et un russe. De toute façon, il y aura les deux. Hein. C'était soit je commençais par l'un ou par l'autre. Et donc, ce sera un italien. Sur les recommandations de Jean-Louis, et je te remercie, j'ai choisi Italo Calvino et j'ai choisi Le Baron Perché. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bon choix. J'ai lu un petit peu le début pour m'assurer que c'était, voilà, que ça allait être une lecture agréable, potentiellement agréable pour la plupart. Je crois que c'est un conte philosophique. Voilà, Le Baron Perché d'Italo Calvino, qui n'est pas encore tombé dans le domaine public, mais c'est pareil, je pense que vous le trouverez assez facilement. Voilà. Pour ce qui est de la date de la réunion, donc ce sera comme d'habitude le premier jeudi du mois, donc ça nous amène au 6 juillet. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que l'été, vous arrêtez toutes vos activités et du coup, j'aurai personne pour la réunion du 6 juillet? Le 6 juillet, moi j'ai quelque chose le 6. Je vais regarder, non, mais je sais pas. Je sais que j'ai quelque chose moi, le 6, bon. mais je sais pas quelle heure. Ok. Bon. Moi, ça va. Ouais. Bon, je vérifie, hein, parce que sinon on continue, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête pendant l'été. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Non, donc le club de lecture continue, mes ateliers d'écriture continuent. Si par hasard vous aviez l'envie cet été justement d'approfondir cet aspect-là, donc certains d'entre vous ont participé au concours de nouvelles. Voilà, je vais découvrir tout ça. On a reçu plus de 80 nouvelles, donc on est assez content. Maintenant, il y a du boulot pour lire tout ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Continuez à lire, hein, comme dit Fabienne, on n'a pas assez d'une vie pour tout lire. C'était Jules Renard qui disait « Quand je pense à la quantité de livres qu'il me reste à lire, je suis un homme heureux ». Elle est belle cette phrase. Voilà, bonne lecture, bonne soirée à tous et je vous dis à dans un mois.
Merci, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.